Je m'appelle Thomas et pendant des années, j'ai parcouru le monde à la recherche des meilleurs plans pour vos futurs voyages. Aux quatre coins du globe, mon job a consisté à tout tester, comme les bonnes tables, Alors c'est délicieux, je confirme. les moyens de transport et les visites incontournables, Tout est magnifique. et les paradis cachés. J'arrive aux portes du désert, ça y est. Et sincèrement, j'en ai bien profité. Mais ce que je n'ai jamais raconté, ce sont toutes ces rencontres faites sur la route. Tous ces gens qui vous invitent au pied levé, s'improvisent en guide éclairé et vous emmènent là où vous ne seriez jamais allé. Alors aujourd'hui, j'embarque pour une toute autre aventure. Le nez au vent, je n'ai pas de programme. Là, je me sens assez ridicule. Ni de parcours fléché, mais certainement beaucoup de personnes à rencontrer. Salam, oui. Ça va bien? Parce qu'une chose est sûre, ce ne sont pas les lieux qui font les voyages, mais les gens qui les habitent. À chaque fois que je suis ici, je profite de la douceur de la vie. Devant moi, une destination inconnue. Bienvenue à Oman! Le sultanat d'Oman. Le nom sonne comme un conte des mille et une nuits, une promesse de désert et de mystère. Trait d'union entre l'Afrique et l'Inde, Oman fait peu de bruit, on l'appelle la Suisse de la péninsule arabe. Et ce sont les Omanais qui le disent. Oman, en résumé, c'est une monarchie parlementaire, près de 4 millions d'habitants, 3600 km de côte, du sable et des montagnes, et forcément beaucoup plus que ça. Bon bah, il n'y a plus qu'à trouver les gens pour bien voyager. Première étape à Mascate, la capitale d'Oman, et plus précisément dans la vieille ville de Mascate. C'est ici que débarquent les touristes, et pour voir ce que Oman donne à voir et à acheter à ses visiteurs, direction le vieux marché. Des bonjours chaleureux, un chapeau, un deuxième, du tissu, un chameau, des trucs d'aéroport et encore plein de chameaux. Là, pour voyager autrement, il va falloir faire un pas de côté. « 20 km au nord de l'aéroport, à Sid, un quartier de la nouvelle ville de Mascate, plus un occidental à l'horizon, je suis sur la bonne voie. J'arrive au souk de Sib. Là, il n'y a plus un touriste, mais ce qui est surtout très étonnant, c'est que c'est un souk qui est très bien rangé. Donc c'est un souk qui n'est pas un souk. Dans le dédale de magasins encore bien fréquentés, je tombe sur des boutiques où on vend un produit unique qui semble dupliquer à l'infini des chapeaux, encore des chapeaux, toujours des chapeaux. C'est forcément plus que la tendance printemps-été 2018, c'est l'heure du shopping. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau? Vous êtes omanais maintenant? Il faut que je vous avoue, je me sens plutôt ridicule. Ouais, non. Le nom pour ça, c'est Kouma en arabe, en omanien. Ça fait partie de l'habit traditionnel. Quand on porte une dish d'achat, on porte le Kouma avec, pour être correctement vêtu. Vous avez dit dish d'achat? Oui, c'est ce que je porte. C'est la tenue nationale qu'on appelle dish d'achat. Donc il faut toujours avoir une dish d'achat. Vous êtes habillé comme ça tous les jours ou c'est seulement pour les grandes occasions? À Oman, on peut porter ce vêtement tous les jours.
Je n'avais jamais vu de Kouma comme cela. Ils sont spécifiques à Oman? Vous savez, à Oman, on est un peuple de marins au départ. On a beaucoup voyagé tout autour de nous. Donc on a influencé énormément les pays environnants. On a colonisé jusqu'en Afrique de l'Est. À Mombasa, les gens portent encore le kouma. Au Zanzibar, la majorité porte le kouma. Aux Comores aussi. Ces deux derniers, Zanzibar et les Comores, parce qu'ils sont très proches, sont encore très marqués par l'influence omanienne. On y voit des gens porter la Dish Dacha avec le kouma. Bon, finalement, j'ai gardé ma casquette, mais cette première rencontre invite déjà à revisiter l'histoire. Si Oman reste peu connu vu d'Europe, les Omanais sont depuis toujours un peuple de voyageurs et de commerçants, rayonnant depuis des siècles entre l'Afrique et l'Asie. Et la kouma en est le premier témoin. Le lendemain, je découvre un autre quartier de la vieille ville, plus neuf. Un musée, des bâtiments administratifs. L'architecture affiche une modernité sans ostentation. Le palais royal est la résidence de prestige du sultan Qaboos Saïb, un monarque vénéré par tout un pays. Le sultan, au pouvoir depuis 1970, marque l'avènement d'une nouvelle ère qualifiée de renaissance omanaise. Un âge d'or donc pour tout un peuple, qu'on peut mesurer tous les jours, à chaque coin de rue, par un curieux phénomène. Quelque chose de très très étonnant quand on arrive à Mascate, c'est qu'il n'y a pas un papier par terre, mais c'est nickel. Apparemment, si on jette quelque chose par terre, on a une amende. Et ça vaut également pour les voitures. Les voitures doivent être absolument propres. Pour comprendre le renouveau d'Oman, il y a un lieu emblématique, le fameux incontournable de nos voyages, la grande mosquée du sultan Qaboos. Inaugurée en 2001, cet édifice spectaculaire est évidemment un lieu de culte, et un peu plus que ça. Sous les voûtes, les mosaïques affichent les savoir-faire de Samarcande, de la Turquie ou du Maroc. Et c'est tout l'art arabe qui réunit et célébré. Car oui, la mosquée est aussi un musée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes, mais d'un autre côté, quand on est à l'intérieur de cette mosquée, on comprend pourquoi. Tout est magnifique. Pour réaliser tout ça, ils sont partis chercher des savoir-faire partout dans le monde. Les vitraux sont français. Les tapis, qui n'est en fait qu'un seul tapis, est iranien. Pour le lustre en cristal. Partout où se porte l'œil, c'est comme un ravissement. Ici, l'islam est ibadite, une troisième voie face à la scission des chiites et des sunnites. On la trouve à Oman, Zanzibar et dans quelques enclaves d'Algérie et de Tunisie. L'ibadisme prône la modération, l'indulgence et la tolérance envers les autres religions. Et il suffit de se rendre au centre d'accueil des visiteurs pour constater qu'on a à cœur de communiquer et de rassembler. On est tout à fait habilité. Je veux dire béni. Vous venez sans doute d'Angleterre, si je ne me trompe pas. Allemagne ? Bienvenue à Oman.
Posez vos questions sur les femmes. On me demande souvent pourquoi. Pourquoi on s'habille en noir? Sommes-nous oppressées? Sommes-nous heureuses? Questionnez-moi, je vous en prie. Pourquoi le noir? Pourquoi le noir? Parce que c'est beau. Le noir, c'est un choix. C'est élégant, c'est à la mode. Ce n'est pas une question de religion. Et autre chose, ça vous amaigrit. Et ça, c'est vraiment bien. C'est le bureau d'accueil pour plus d'informations sur la mosquée, Oman, les femmes. Tout ça est très sympa. Très efficace aussi en termes de communication. Je vois que vous êtes d'une efficacité redoutable. Vous savez, la raison principale, c'est que j'ai ça profondément ancré dans mes veines. Je sens que le travail que j'ai ici, c'est une mission, celle de connecter le monde. D'accord, vous devriez vous lancer en politique. Non, je ne veux surtout pas faire de politique. Même si tu es bon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas si tu es un politique. J'adorerais donner mes conseils à un politicien, mais je ne veux pas en être un moi-même. Et d'abord, vous auriez dû me demander ce que je suis moi, personnellement. Suis-je ibadite, sunnite, chiite? Je vous aurais répondu, je suis musulmane. À Oman, et ce n'est pas à cause de l'ibadisme, on est tolérant. C'est grâce à la grande sagesse du sultan d'Oman. Si on avait eu quelqu'un d'autre, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. On aurait affronté nos voisins. C'est grâce à la sagesse de notre dirigeant qui nous dit « Soyez tolérants, ne vous battez pas les uns les autres, ne rentrez pas en conflit avec nos voisins. » Que le sultan soit béni. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Merci beaucoup. Merci, ce fut un plaisir. Vous venez de Suisse? Vous savez, Oman est une autre Suisse. On est pareil, neutre, pas de soucis, des belles montagnes, donc bienvenue à la maison. Dans un monde tendu par les communautarismes de tous bords, Oman a à cœur d'incarner une troisième voie. Pas de doute, cette mosquée magnifique et sa redoutable ambassadrice en sont le plus bel exemple. Je poursuis ma route dans la Nouvelle Mascate. Cette ville, née depuis 40 ans et qui n'a eu de cesse de se déployer le long de la côte, déroule une vie moderne. Des maisons, des voitures, sous 35 degrés presque toute l'année, chacun évolue dans son espace climatisé. Pas facile de faire des rencontres en bord de route, mais il y a un lieu où depuis toujours on aime flâner, la promenade longeant la plage de Mascate. On y vient en fin de journée pour se promener, faire du sport, à chacun son rythme, à chacun son âge aussi. C'est-à-dire que si jamais il se rate, il se fait quand même très très mal. Hein. Salam alaikum. Bonjour. Non, c'est impressionnant, hein, bravo. Franchement. On n'est pas fou. Ah si, tu es fou. Non. Ah si, tu es fou. Ah si, c'est sûr. Il me demande pourquoi je saute pas. Bah je sais pas, parce qu'il y a des rochers, par exemple. Salam alaikum. Bonjour, asseyez-vous là. 5 Merci. salades. Ok. J'ai un peu l'impression d'être assis au bord de l'autoroute quand même. Déjà prêt. Merci beaucoup. Celle-ci est épicée, très épicée. Ok. Très épicé? Très épicée. En voilà 5 de plus. Ah Vous voulez plus épicé? Ah non, ça va comme ça. Le piment, j'étais pas fan. Pas grave, mon hôte a plein d'idées.
Burger, chapati, michoko. Je me régale. Et voici mon meilleur plat. Oh oh. Et là, face à un tel accueil, voyager autrement devient une évidence, il suffit de s'attabler. Je remarque avec tous ces plats qu'il y a beaucoup d'influences différentes. D'Afrique, d'Inde. Pourquoi? Parce que nos grands-parents, dans les années 70, partaient en Inde et d'autres allaient en Afrique. Mais pour y faire quoi? Ils étaient navigateurs? C'était pour faire du business? Aujourd'hui, j'aspire à être posé, relax, parce que j'ai travaillé dans le pétrole pendant 22 ans. Vraiment? À quel poste? Ingénieur. Ingénieur. Oui. Je travaillais trop souvent éloigné de ma famille. Donc maintenant, je pense que le moment est venu pour moi de vivre aux côtés de mes proches, qu'on travaille ensemble. D'accord. Même si je gagne moins, je suis heureux. Donc c'est votre nouveau travail. Oui, c'est mon nouveau travail depuis 3 mois. 3 mois seulement? Oui, c'est ça. Un food truck, une table en bord de route. Abdallah a trouvé ici son espace pour être heureux et livre mine de rien une petite leçon de vie. Je viens de trouver la meilleure adresse de la ville et si en plus mon guide d'un soir a des conseils pour poursuivre la route, Tu peux aller voir les wadis. Tu peux aller voir la côte. Puis le désert. donc wadi, côte, désert, c'est un plan. Bon appétit. Ouais, merci. Bah moi je viens de gagner un itinéraire. Le lendemain, départ aux aurores, la route est pleine de promesses. Après 200 km droit vers le sud, je touche au but. J'arrive aux portes du désert, ça y est. Et là je viens de basculer dans un autre monde. Pour le coucher du soleil, c'est impeccable. Voilà, Oman offre des paysages merveilleux, différents et qui font bien voyager. Alors il est 6 h du matin, je suis au village de Bédia, qui est un village bédouin. Et pour comprendre la culture bédouine, il y a un événement à pas rater, c'est la course de chameau. Des chameaux, des 4x4, pas de public, pas de jockey, le décor est planté et je dois bien avouer que là, je ne comprends rien. Salam alaikum. Bonjour. C'est vous qui donnez le départ? Oui, c'est moi qui fais les départs ici.
Je vois qu'il y a beaucoup de monde là, c'est toujours comme ça? Oui, à chaque course, tous les 15 jours, il y a foule. Et c'est important pour les gens? En premier lieu, ce qui importe, c'est de remporter la course. C'est un honneur. Mais pour être honnête, le plus important pour les gens, ça reste l'argent. Honneur donc, et business aussi. Au milieu des voitures, je pars à la recherche d'un guide et rencontre Ahmed, un propriétaire de chameaux et habitué des lieux. Ah ouais. D'où venez-vous? d'Oman. Et vous là, vos chameaux ont couru ou ils vont courir? Non, mes chameaux n'ont pas encore couru ce matin. Ça va être leur première course de la journée. Ils vont parcourir 1000 mètres. Mais dans 2 semaines, je leur ferai prendre le départ de la course de 1500 mètres. Et vous avez combien de chameaux de course? Au maximum de mon activité, j'ai eu 45 jeunes chameaux et 10 adultes. Mais après, j'ai fait une sélection pour ne conserver que les meilleurs. Au final, j'en ai gardé que 10. Quant aux autres, je les ai revendus. Cher? Grâce à Dieu, je m'en suis bien tiré. Chaque chameau a son propre prix. J'en ai vendu à 10 000, 20 000, voire à 30 000 rials. Mais ma meilleure vente est montée jusqu'à 80 000 rials. 80 000 réals, ça fait 200 000 euros quand même. Dans ce bout de désert, sans que rien ne l'indique, des sommes colossales sont donc en jeu. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Pour gagner une course, tout est une question de voix. Pas évident. En guise de jockey, des poupées juchées sur l'animal logent des talkie-walkie, et c'est le propriétaire qui encourage son champion en donnant de la voix. Pour cela, il le suit en voiture, et quand on embarque avec l'un d'eux, ça donne ça. Au bout de la cavalcade, je suis juste content d'arriver entier et je ne saurai jamais qui a gagné. Mais ce jour-là, l'essentiel est ailleurs. En fait, je sais pas quel est le plus impressionnant. Est-ce que c'est la course des chameaux ou est-ce que c'est la course des 4x4 à côté? Des chameaux, des 4x4, 2 moyens de transport et 2 époques se croisent. Et se lancent chaque dimanche dans une course contre le temps. Dans le village de Bidia, on a remplacé les tentes et un mode de vie nomade contre des maisons en dur. Une richesse en remplace une autre. Mais les Bédouins n'ont pas fait table rase du passé, car s'ils ne servent plus à se déplacer, les chameaux restent un pilier fort de leur culture. Je retrouve Saïd, homme vénérable et respecté, et le suis à la découverte d'un de ses plus beaux trésors. Ça, c'est des chameaux de course. C'est mon plus beau chameau de course. Il a gagné beaucoup de courses. Oui, il a un beau palmarès. Et c'est pour lui faire honneur que je lui ai enduit les pattes de safran. On sent qu'il y a une grande complicité entre vous. Hein. Oui, bien sûr, c'est évident pour nous. On est comme 2 amis, parce que depuis qu'il est né, je prends soin de lui. J'ai fait ses premiers entraînements sur 500 mètres, puis 1 kilomètre, puis 2, jusqu'à 4 kilomètres. D'ailleurs, c'est lui qui a gagné la course des 4 kilomètres à Abu Dhabi. À Abu Dhabi? Oui, à Abu Dhabi. C'est lui qui a remporté le premier prix sur 4 kilomètres. Donc c'est un champion. Ah oui, regarde. Saïd habite lui aussi une maison en dur et ne doit manquer de rien. Mais lorsque je lui demande de m'emmener dans le lieu qu'il préfère, il se contente d'indiquer un simple abri face au désert.
Grâce à Dieu, je vis bien. J'ai des chèvres, des moutons, des chameaux. À chaque fois que je suis ici, je profite de la douceur de la vie. Je prends du plaisir avec des choses simples. J'aime m'occuper moi-même des animaux. J'en prends soin. Je me sens proche d'eux. Parfois, je pars avec eux dans le désert. Ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux satisfaire tous mes besoins. Est-ce qu'on peut dire qu'il vous manque rien finalement? Non, j'ai tout ce qu'il me faut. Et chaque jour, je remercie Dieu parce que ma santé est bonne. J'ai de bons yeux, mes bras et mes jambes fonctionnent parfaitement bien. Cette vie, c'est comme un trésor pour moi. Et j'imagine que vos trésors, c'est tout ce qui nous entoure là. Eh oui. Le désert d'Oman offre aux touristes un fantastique terrain d'aventure, mais ce jour-là, j'ai trouvé à ses portes beaucoup plus que ça. Et message pour la route, oui, c'est vrai, ce ne sont pas des chameaux, ce sont des dromadaires, mais non, mon guide ne s'est pas vexé. Changement de décor. J'ai roulé pendant 1h30 depuis Mascate, droit vers les montagnes, et j'arrive au Wadi Al Arabin. Les wadis, c'est quelque chose de très connu à Oman, c'est des petites oasis comme ça, complètement enclavées dans les montagnes. Ici, on vit depuis 3000 ans dans ce milieu aride, et pour ça, on a trouvé des moyens exceptionnels. Je suis le chemin de l'eau. Salam alaikum. Bonjour. Ça va? Je m'appelle Salam. Thomas. Je m'appelle Thomas. Thomas. Comment ça va, Thomas? Et toi, vous, c'est Salam. Salam, oui. Ça va bien? Oui, très bien. Là, ça peut que aller. À l'ombre, avec de l'eau. Parfait. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Là, j'irrigue les cultures. D'accord. Et donc là, vous irriguez, là. Extraordinaire, ce système. Pour ce côté-là, c'est bon. Alors, je ferme les canaux D'accord. et je passe au prochain. Ah bah ok, c'est radical. Là, vous passez à un autre. Incroyable. Mais Salam, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Ce système-là, vous faites ça combien de fois par jour? On fait ça tous les 4 jours. 2 fois dans la journée. Ok, tous les 4 jours. Et qu'est-ce que vous cultivez? Des tomates, des bananes, des papayes et toutes sortes de fruits. Des légumineuses aussi, et tout ce qui se plaît dans ce climat mi-ombre, mi-soleil. Ça fait combien de temps que ça existe, ce système-là? Moi, j'ai toujours connu les falaches, depuis tout petit. Et c'est pareil pour mon père et mon grand-père. En fait, c'est aussi vieux que nos ancêtres. Tout le monde profite des falages, même les animaux, les ânes et bien sûr les plantations. Tout ça, on le doit à Dieu. C'est grâce à Dieu. Donc je peux la boire? Ah oui, elle est consommable. Alors, ça, c'est comme un pari sur l'avenir. Elle est bonne. Salam, elle est bonne, hein? Ouais. Super. Dans les pas de Salam, le long des Falages, je découvre un miracle qui se reproduit depuis des siècles. Un peu plus haut, plusieurs bassins accueillent une eau cristalline. Tu veux nager? Ici? Non. Et c'est un véritable jardin d'Éden.
Ça, c'est de la papaye et là, des bananes. Au bout de cette visite fabuleuse, je découvre une autre pratique sans âge, l'accueil à bras ouverts de l'étranger. Tiens, prends une orange. Dans notre tradition, on prend un fruit, puis la date, ensuite le café. Le fruit. La date. Ça vient d'ici. Oui. Ils sont hyper bonnes. Oui. Et encore, tu sais, les meilleures dates sont celles du mois de mai. Ce sont les premières de la saison. Du coup, c'est elles qui coûtent le plus cher. Le prix d'une date à l'unité peut aller jusqu'à 5 rials. Non. Si. Une seule date à 5 rials. Oui. Donc 5 rials, ça fait une douzaine d'euros. Une douzaine d'euros pour une petite date comme ça? Oui. Et donc ça, c'est en mai, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. La plupart de ceux qui font le commerce des dates sont les premiers à venir se fournir ici. Ensuite, ils les vendent en ville, chez les plus fortunés, comme des ministres par exemple. Et comment elle s'appelle cette date? Elle s'appelle Naral. Naral. La date, c'est la base de notre vie ici. On gagne de l'argent grâce à elle. Et en plus, elles nous nourrissent. C'est un bien que nos ancêtres nous ont donné en héritage. La date est très importante dans notre vie. Je repars conquis par ce lieu et ceux qui l'habitent, par leur bonheur simple et ce lien indéfectible à une nature extraordinaire. Elle est bonne. Il y a quand même un côté assez miraculeux à voir toute cette eau ici. Et je crois qu'avant le pétrole, elle est là la première richesse. Et si vous vous posez la question, oui, je n'ai pas résisté. Après 120 km droit vers l'est, je quitte le désert pour Sour, une ville côtière. Ici aussi, on navigue entre de vieilles traditions et un nouveau monde. Le lendemain matin, direction le port de pêche. Pour découvrir Sour et son histoire, j'ai une idée en tête. Je suis venu ici parce que c'est ces bateaux qui m'intéressent. Ça s'appelle des boutres. C'est des bateaux traditionnels. Et là, il y a un bateau qui vient d'arriver. Bon, j'aimerais bien en savoir plus. Et d'un autre côté, vu l'activité, ils n'ont pas que ça à faire. Et j'ai quasiment envie de me rapprocher, d'aller voir la cale, là. Allez voir. C'est énorme. Bonjour. Ils sont énormes. C'est énorme. Impressionnant, hein. Et excusez-moi, mais il y a combien de tonnes là de thon? Là, il y en a 1,5 tonne. C'est ce qu'on ramène en une semaine de pêche. Et moi, je voulais des renseignements sur les boutres. Est-ce que ce bateau, c'est une boutre? Non, pas du tout. Pas du tout donc, une boutre, ça n'a rien à voir, et en plus, j'ai du boulot. Ok, Sultan, hein. Merci. Bon, bah ma quête de boutre traditionnelle continue. En tout cas, j'ai trouvé du thon. Et oui, il y a certaines rencontres qui ne se font pas, ou en tout cas pas là, encore moins maintenant. Je suis parti voir ailleurs. J'ai trouvé une boutre. Apparemment la plus fameuse de Sour. Je voulais pas ça aussi gros. Et je voulais pas ça aussi beau non plus. Ce bateau a été construit le 28 mai 1951. C'est déjà un âge vénérable. His first trip was to Basra. Son premier voyage était à Basra, en Irak. Après,
Les ports du Golfe arabique, le Yémen, Eastern Coast of Africa, l'Afrique de l'Est et l'Inde. Eh ben, elle a bien voyagé. Pas de doute, cette boutre est donc un monument, mais j'ai surtout envie d'en savoir plus. Et dans l'idéal, vraiment l'idéal, je trouve quelqu'un pour me dire un peu ce qu'elle fait là, cette boutre. Ah oui. Il y a des jours comme ça où voyager, le nez au vent, ne marche que modérément. Mais le soir venu, dans la baie de Sour, plus rien ne sert de courir. Il suffit de s'asseoir et profiter. Ah, c'est le cimetière de bateaux en fait. Comme un peu l'impression d'arriver trop tard. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. C'est un cimetière de bateaux là? Non, c'est pas un cimetière. D'ailleurs, chaque bateau a encore son propriétaire. Sur le lot, il y en a 5 ou 6 qu'on peut restaurer. Par contre, certains sont laissés à l'abandon. Pourquoi on les a délaissés? Parce qu'ils nécessiteraient beaucoup trop de travail manuel et peu savent encore le faire. Vous petits, vous avez pêché sur ces poutres? Oui, je pêchais sur les bateaux en bois qu'on fabriquait ici. Et là, vous partez pêcher ou vous revenez de la pêche? Non, là, on part à la pêche. Je vous souhaite une bonne pêche. Merci. Choukran. Choukran. Bonne pêche, hein. Merci. Au revoir. Là, je suis à une piste. Une petite piste. Salam alaikum. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je fais des modèles réduits de bateaux. Dans ce local, on reproduit des boutres traditionnelles. C'est une manière de préserver notre patrimoine. On perpétue ce savoir-faire propre à la fabrication des boutres authentiques d'Oman. Pour moi, c'est essentiel que les jeunes générations reçoivent le patrimoine légué par nos ancêtres. C'est un travail magnifique. Hein. C'est vous qui l'avez construit, celle-là? Ouais. Et oui, en effet, c'est moi qui l'ai construite, mais j'ai fait celle-là aussi. Ça, c'est combien d'heures ou combien de jours de travail? Franchement, quand on fabrique un bateau, on ne compte pas son temps. On le fait sur son temps libre, sans jamais compter ses heures. Ça peut durer des jours, une semaine, un mois, voire beaucoup plus. On m'a dit, mais ça me paraît incroyable, que ces boutres de plusieurs dizaines de mètres de long, elles étaient construites sans aucun plan. Que c'était tout dans la tête du charpentier. Eh oui. Moi, je pense que c'est impossible. Hein. Mais si, aucun concepteur de boutre n'avait de plan préétabli. À l'époque, si tu étais architecte naval, tu n'avais que ta tête pour tout concevoir, tout mémoriser. Aucun support écrit, aucune trace, juste ta capacité mentale et ta propre vision du bateau à fabriquer. Cette méthode aboutissait sur des boutres parfaitement réalisées, dont l'équilibre était irréprochable. Et tout ça sans aucun plan dessiné et encore moins d'ordinateur. Ahmed, quand vous avez sculpté cette boutre-là, vous avez fait des plans ou pas? Non, aucun. Non? Non. Je l'ai fait à l'ancienne. J'espérais prendre la mer dans le sillage des grands navigateurs omanais. Mais dans la boutique, atelier, musée d'Ahmed,
j'entreprends un tout autre voyage, fait de maquettes, de cartes fabuleuses et de coffres à trésors. C'est incroyable ça. C'est Dar el Salam. Carte de Dar es Salaam. 1873. Mon guide est l'un des derniers gardiens d'une mémoire, le dépositaire d'un savoir-faire et d'une identité. Cette poutre-là, elle ressemble beaucoup à celle que j'ai vue échouer là, juste à côté. Pourquoi est-ce que ces poutres ont disparu? Tout d'abord, la région a connu de gros changements politiques et économiques. Dans les années 70 sont arrivés des nouveaux navires, bien plus gros, dont les capacités de chargement étaient décuplées. Ça a fait disparaître les bateaux de pêche traditionnels. Dans le même temps, le fret aérien s'est beaucoup développé et s'est démocratisé. La discussion se poursuit autour d'un café omanais légèrement épicé. Ahmed m'explique qu'il existe encore quelques poutres en activité, réservées aux émirs et aux touristes. Lui navigue ici, en taillant le bois et en rêvant à des voyages en Inde ou à Zanzibar. De retour à Mascate, je n'ai pas encore l'impression de rentrer chez moi, mais après quelques jours, je sais maintenant où aller pour explorer la société omanaise. On va parler du G-Café. Apparemment, c'est ici qu'on mange les meilleures pâtisseries de Mascate. Et le G-Café est tenu par Rada, qui est une jeune chef. Au cours de mon voyage, j'ai pas rencontré beaucoup de femmes. Ça fait 2 bonnes raisons d'aller voir à l'intérieur. Des gâteaux appétissants, un décor cosy. Je pourrais être dans un salon de thé à Londres ou New York. En cuisine, Rada est à la manœuvre pour préparer sa spécialité, le gâteau aux dattes. Voici les dattes qu'on utilise pour notre gâteau. Ces dattes sont fraîches. Tu veux goûter? Oh yes. Stop! Ma joie est bien réelle, mais des dattes, j'en ai mangé avec Ahmed, avec Salam, et puis aussi au marché, et à la mosquée, et avec le café. Mais c'est quoi ce truc avec les dattes? Laisse-moi t'en apprendre un peu sur les dattes. Elles sont issues de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie? L'arbre de la vie parce que ça pousse dans le désert, dans des conditions climatiques très dures. Et tout le monde, c'est-à-dire les humains, les animaux, les oiseaux, les insectes, vivent grâce aux dattiers. Donc Gada a préparé son fameux gâteau aux dattes. On étale le nappage sur toute la surface. C'est ton invention ou c'est une vieille recette? Non, c'est ma propre recette. J'ai adapté des recettes que j'ai trouvées ici et là. J'ai fait plusieurs essais. J'ai aimé ça sur tel test, ça sur tel autre, et j'ai combiné l'ensemble. Mais je vais te dire, quand j'en arrive au travail artistique, voilà, ça c'est le maximum de mes capacités. Décoré avec quelques dattes posées ici et là. Je ne sais pas si ça se dit en anglais, mais j'ai 2 mains gauches. Ah, je vois. J'ai 2 pouces, mais ne t'inquiète pas pour ça. Super. Remplis bien tous les creux. Et voilà. Il faut que je te parle de quelque chose. Depuis que je voyage à Oman, et je ne veux pas être trop direct en disant ça, mais j'ai voyagé dans un monde d'hommes. Je n'ai vu aucune femme. Je suis allé à Sour, dans le désert, dans les wadis. Ceci explique cela. Tu as vu le temps dehors? Oui. Voilà, crois-moi, personne ne veut rester dehors. Si j'avais un travail d'extérieur, tu ne m'y verrais pas pendant au moins 8 mois sur 12. Si tu veux trouver des femmes, tu les trouveras dans des intérieurs, là où elles peuvent faire attention à leur peau et s'occuper d'elles. Tu n'en verras pas dans le désert ou les wadis, crois-moi. Le clou final. C'est une fleur. J'adore. Merci beaucoup, Rada.
Je ne m'attendais pas à trouver un endroit comme celui-là, à Mascate. Beaucoup de gens me disent ça. Ah oui? Quand as-tu commencé? J'ai commencé en 2006. C'était courant juin. Ça a été la première fois qu'on ouvrait la porte. Et pourquoi? J'ai été influencée par le mode de vie que j'ai connu en étudiant en Angleterre, en allant dans les petits cafés, les boulangeries. J'ai voulu rapporter ce concept jusqu'à Oman. Donc ça, c'est fait maison. Oui, on l'a cuisiné juste là. Je peux goûter? Bien sûr. C'est quoi celui-là? Celui-là, il n'a pas de nom. C'est un gâteau avec des pommes caramélisées à la vanille. Alors c'est délicieux, je confirme. C'est commun ici, des femmes qui montent leur propre affaire? Oui. Il faut que je te dise ce qu'il y a de super dans notre pays. À partir du moment où ce que tu veux faire est légal et éthiquement correct, il n'y a pas de restriction, que tu sois un homme ou une femme. Parce que la licence qu'on vous donne est en fonction de l'affaire que vous souhaitez monter et non en fonction de votre genre. Les affaires n'ont pas de genre. C'est juste que la plupart des femmes n'ont pas envie de travailler dans un garage, par exemple, ou avec des équipements techniques très lourds. La seule raison pour laquelle je me suis lancée dans la boulangerie, c'est que je voulais mener ma propre carrière pour être financièrement indépendante et gagner de l'argent par moi-même. Et j'ai mis du temps à concevoir ce que je pouvais vraiment faire parce que la plupart des gens de mon âge ne pensent pas de cette manière. Penser business, c'est une vraie première dans ma vie. L'idéal, pour moi, était que je pouvais sans doute gagner ma vie en m'engageant dans quelque chose que j'adorais faire. J'adore cuisiner et faire des gâteaux. J'ai juste horreur de faire le ménage. Mais de tout mettre en œuvre, la déco, j'adore ça. Je vois que tu ne manges pas beaucoup. J'aime faire des desserts, mais je n'aime pas plus que ça en manger. C'est toujours comme ça. En France, on a une expression qui dit « C'est les cordonniers les plus mal chaussés ». J'ai quand même envie de t'accompagner avec cette version anglaise du macaron. Ok. Partie étudier à l'étranger, ambitieuse, Rada réunit un héritage culturel et une ouverture sur d'autres modes de vie. Dans un pays où l'essentiel de la vie sociale se noue dans le cercle familial, cette nouvelle génération propose de nouveaux codes. Sans faire de vagues, c'est elle qui fait bouger la société omanaise. Bravo. Ça vous dérange pas si je m'assois avec vous? Oui, bien. J'ai vraiment apprécié cette musique. Merci. Bienvenue dans le Lujinia Band. Quel est votre nom? Oui. Le groupe s'appelle le Lujinia Band. Pourquoi vous répétez ici? Tout d'abord, ce qu'on aime ici, c'est qu'on est loin des maisons et du tumulte de la ville. Pour nous, l'ambiance au bord de la mer, le bruit des vagues, ça nous inspire. C'est vraiment calme et apaisant. Et vous êtes tous professionnels? Vous êtes tous professionnels? Toi, tu es professionnel? Ok, bon, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Tu as 12 ans. Quand je vous regarde, il y a un truc qui m'étonne, c'est votre look. C'est-à-dire, on est presque habillés pareil.
Ou c'est pas du tout le look traditionnel. C'est vrai, on a des habits traditionnels, mais pas ce soir. On les porte quand on reçoit de la famille ou quand on va leur rendre visite. Mais c'est vrai que quand on joue de la musique, on est plus à l'aise habillé comme ça qu'en Dish Dasha. Pas d'habits traditionnels, mais c'est pas une musique non plus traditionnelle que vous jouez. Honnêtement, on aime beaucoup jouer la musique arabe. Ce sont nos racines. Mais quand on écoute la musique espagnole et quand on l'analyse attentivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux. D'ailleurs, à Oman, on ne comprend pas la langue espagnole et pourtant, on ressent les émotions du flamenco. La plupart des Omanais aiment le flamenco. Si vous allez à Oman, il y a des montagnes à explorer et des wadis merveilleux, un désert et une mer qui abritent de magnifiques sites de plongée. Moi, j'ai choisi de voyager à la rencontre d'Abdallah, Ahmed ou Rada, à la recherche de ces petites musiques du quotidien. Et croyez-moi, toutes font bien voyager. Bon, allez, fin de voyage à Oman, c'est pas tout ça. Mais j'ai de la route à faire.